Je suis vraiment très très heureux de t'accueillir. Vous voyez déjà là à côté la couverture de ce livre Danser encore. J'ai plein de questions, on va pas se mentir. On a de quoi, on a de quoi se parler. J'espère que j'ai les bonnes réponses. Ah, écoute, je pense. On va passer. Et puis, ce que j'ai cru comprendre, c'est que les gens qui nous écoutent aussi ont beaucoup de questions. Bah, du coup, j'espère que tu as pris des vitamines. Je le disais, je suis ravi. On va parler de Rekeli, ce personnage et une personne réelle que vous voyez sur la couverture de ce livre. On va évidemment en parler longuement. Avant ça, je vous propose de faire connaissance avec Charles Aubert grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Si. Et puis vous, dans le chat, vous qui êtes avec nous, vous pouvez jouer et écrire vos réponses. C'est un bricoleur. Tout dit zut rezut. Ben oui, tu es dans ton atelier. Ah, C'est oui, là je que suis tu dans mon écris. atelier. Est-ce que ce Alors, sont tes outils pour écrire tout ça? alors, je suis pas du tout bricoleur, mais mon activité, c'est la fabrication de bracelets montres en cuir. Donc, je travaille le cuir et en même temps, c'est là où j'écris. Voilà. Donc, il y a ma bibliothèque, mes bibliothèques qui sont tout autour et quelques outils, effectivement, par ici et quelques machines. Voilà. Première question, si tu étais un livre de chevet, lequel serais-tu et pourquoi, en quelques mots, pour faire connaissance? Alors, un livre de chevet, j'en aurais plusieurs, mais si je devais en citer un seul, ça serait le livre de l'intranquillité de Pessoa. Donc, c'est un livre incroyable. Déjà, le personnage est incroyable. Hein. Fernando Pessoa, c'était un écrivain portugais, mais qui avait toute une foultitude d'hétéronymes, en fait, de pseudos, en fait. Et on s'est aperçu après sa mort que plusieurs des grands auteurs portugais, en fait, c'était la même personne, c'était Fernando Pessoa. Donc, il a écrit de la poésie, il a écrit des romans, il a écrit voilà. Et notamment le livre de l'intranquillité, qui est une somme en fait de réflexions qu'il a menées tout au long de sa vie. Et là, ce livre, il est incroyable parce que quand vous le lisez, vous surlignez chaque phrase. Moi, j'ai l'habitude, alors je surligne pas dans les livres, mais j'ai l'habitude de recopier quand j'ai une phrase qui me plaît, quand je trouve une phrase magnifique. Et alors là, dans ce livre, il faudrait recopier tout le livre, quoi. Donc le livre en lui-même est une somme de phrases tout aussi belles, de réflexions sur le métier d'écrivain, sur la vie, sur la solitude aussi. C'était quelqu'un de très solitaire. Donc c'est un livre très très bien écrit et juste parfait. Donc je le relis. Le Enfin, je le conseil. relis. Je pioche de temps en temps dedans, très régulièrement. Si tu étais un format, parmi tout ce qui existe, format poche, grand format, e-book, audio, une Ah, bande dessinée, autre chose, pour être autre ouais, chose. non, ça serait forcément un format poche. J'ai passé une grande partie de ma vie à travailler avec un costume et une cravate. Et j'avais toujours dans ma poche de ma veste un livre de poche, en fait. Et c'était un petit peu. Alors, j'avais l'habitude de dire en rigolant que c'était une sorte de rempart contre la bêtise humaine, en fait. Et c'est vrai que j'ai toujours eu besoin d'avoir un contact avec un bouquin, donc un livre de poche, bien évidemment. Si tu étais une maison d'édition, ou la caractéristique d'une maison d'édition à laquelle tu fais très attention quand tu signes un contrat? Pour l'instant, j'ai eu qu'une maison d'édition et j'ai pas de velléité d'en changer. Ce qui me plaît chez un éditeur, déjà, je pense que, en fait, c'est un peu comme dans une rencontre amoureuse ou amicale, en fait. Hein. Il faut qu'il y ait les atomes crochus. Il faut que lui, de son côté, il y ait une véritable envie de publier l'auteur en question, d'essayer de le faire progresser, de le rendre plus visible. Donc ça, je pense que c'est des qualités primordiales chez un éditeur. Je ne vais pas parler de son honnêteté, ça c'est une évidence, mais on peut en parler quand même parce que je sais que en parlant avec certains camarades écrivains, ils ont eu parfois des soucis à ce niveau-là. Mais voilà, donc essentiellement ça. Et puis voilà, surtout une bonne entente, une sensibilité en commun aussi, parce que quand vient le moment de l'editing, qui est un moment un petit peu toujours un petit peu périlleux, hein, c'est le moment où l'éditeur va donner un petit peu comment dire, son avis sur le texte, il va peut-être faire des suggestions pour modifier des phrases, il va proposer quelques petites modifications. Ben là, il faut quand même qu'on ait une sensibilité en commun parce que sinon,
c'est un dialogue de sourds en fait. Hein, et donc ça, je pense que c'est une qualité qui est importante chez un éditeur, effectivement. Et au passage, Et puis, bonsoir Anita, ça fait plaisir de te voir par ici. Et oui, Fanny, ça me rappelle évidemment de voir un décor avec des outils, ça me rappelle Cocon de soie et les photos dans la buanderie, puisque bah, j'ai aussi plein d'outils comme ça derrière moi parfois. Si tu étais un rayon dans une librairie, vers quel rayon te dirigerais-tu? bon, je les fais à peu près tous, mais bon, littérature, poésie aussi. C'est vrai que bah, c'est un peu comme la même histoire que le livre de poche. La poésie, j'en ai besoin, j'en lis régulièrement, et c'est aussi un moyen pour moi de comment dire, comment je vais formuler ça, de croire encore en l'humanité en fait. Je me dis que s'il y a des gens qui sont en capacité d'écrire des choses aussi jolies, et de prendre du temps, des fois une vie entière pour construire une œuvre poétique, bah, je me dis que finalement tout n'est pas perdu et voilà. Donc voilà, quand j'ai envie un petit peu de me confronter à la beauté, quand j'ai envie de me faire du bien, quand j'ai envie d'oublier l'actualité, les actualités, bah, je me réfugie dans le rayon poésie. Si tu étais un marque-page, avec quel objet marquerais-tu les pages? Je marque des pages avec quoi en fait? Avec souvent avec des cartes de visite de resto en fait. C'est j'aime bien. T'aimes Donc bien? souvent ça me ouais, j'aime bien et puis surtout ça me rappelle un souvenir sympa que j'ai partagé avec mon épouse, mes enfants ou des amis. Donc ouais, un marque-page d'une carte de visite de resto. Ouais, ça de ma Mer- réponse. Merci beaucoup Fanny pour le chin-chin, c'est vrai que j'avais un peu soif. Ça tombe très bien si tu étais un personnage. Ça peut être dans des livres, dans des films, dans des séries, autre chose. Quel Alors, personnage serais-tu? ça serait un personnage dans un tableau, un tout petit personnage anodin dans un tableau. Je pense à ça parce que j'ai lu il y a quelque temps un livre de Marie Sizun qui s'appelle Les petits personnages, où dans ce livre, je ne sais pas si tu l'as lu, elle prend des tableaux de peintres connus et moins connus et elle isole un tout petit personnage dans ce tableau et elle essaie de reconstituer un petit peu quelle aurait pu être sa vie ou pourquoi il passe à ce moment-là dans le tableau. Donc ouais, ça serait un tout petit personnage dans une marine, un tableau avec une étendue de mer et un tout petit personnage qui passe sur la plage. Un peu énigmatique, Un peu voilà, une ombre. énigmatique. Si tu étais un temps de conjugaison. Alors moi, j'ai un temps où le temps de conjugaison où j'écris en fait. Par exemple, ça peut être ça, oui. Alors après, ça dépend des livres en fait. Hein. Il y a des livres où j'écris au passé simple, assez composé, au présent. En fait, ça dépend de l'histoire. Ça vient assez naturellement, en principe. Enfin, en tout cas, moi, ça me vient assez naturellement. Suivant l'histoire, il y a un temps qui s'impose un petit peu, il me semble. Mais ouais, En fonction du je projet. réfléchis. Mais c'est une Ouais, ça réponse dépend en du soi, hein. Tu dois pas te... Ouais, après, ouais, voilà, ouais, c'est ça. Si tu étais un signe de ponctuation, sur quelle touche de ton clavier t'acharnes-tu tel un boxeur tzigane? Alors, ouais. Alors moi, ça serait un point, et ça serait un point particulier. Et puisque je sais que tu écris aussi, donc je pense que ça va te parler, c'est le point final, en fait. C'est quand on a fini le manuscrit, et quand on écrit la dernière phrase, et qu'on tape ce dernier point. Alors on sait que c'est pas fini, parce qu'on sait que derrière, il y a tout le travail de correction, qui est très important. L'editing, je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais ce point final, il est quand même sympa parce qu'il marque le fait qu'on a été au bout d'un projet. On a été au bout de ce projet. Et quoi qu'il arrive, on ne sait pas si le manuscrit sera édité ou ne le sera pas, mais en tout cas, on a été au bout de ce qu'on voulait faire. Donc ça, ce point-là, quand je l'atteins, bah, je suis très content et c'est un moment de plaisir. Donc ouais, ça sera le point final Eh du ben écoute, roman, du manuscrit. c'est marrant parce que, à titre perso, je trouve que c'est une très belle réponse, et alors, c'est la première fois que quelqu'un dit ça. Tu es le seul à avoir pensé à ça depuis qu'on fait tout ça. On est à la 90e émission, vous imaginez? Un truc de fou. Un petit dernier pour la route. Si tu étais un Oui. verbe, quel verbe Ah, choisirais-tu?
Alors, ça serait se carapater. Voilà, c'est un petit hommage à quelqu'un que j'aimais beaucoup, mon beau-père notamment. Et je me rappelle qu'il avait. C'est un mot qu'on emploie souvent dans ma famille parce que on- euh, la première fois qu'il a employé, enfin, où j'étais là, c'était la nuit des étoiles filantes en juillet. On était dans leur maison. Mes enfants étaient tout petits en fait. Et donc, ils étaient avec leur grand-père et leur grand-père leur disait on va regarder les étoiles filantes. Et quand les étoiles filantes ont commencé à arriver, euh, il leur a expliqué que les étoiles se carapataient. Donc, voilà, ce mot a marqué mes deux enfants, Antoine et Coba, et souvent on l'emploie en fait. Et souvent on nous dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Se carapater, s'évader, s'en aller quoi. Quand on rattache à des souvenirs, ça marche toujours. Et on est sur une soirée à thème où on écouterait nos invités pendant des heures. Oui, je suis d'accord avec vous. Et on va même continuer en parlant de ce livre dont vous voyez la couverture Danser encore. On va en parler de cette couverture. Vous m'avez posé des questions dessus. Mais je les ai notées, sachez-le. Mais je vais t'en poser une première qui va te renverser par son incroyable originalité, mieux qu'un uppercut. Peux-tu nous dire de quoi parle ce roman Danser encore si tu devais en faire le pitch pour des personnes qui ne savent pas du tout sur quoi elles vont tomber face à ce boxeur? Alors, dans un premier temps, il faut dire que c'est une histoire vraie en fait. Hein. Alors, ça porte le nom de roman parce qu'effectivement, ce que pouvait penser le personnage principal et les autres personnages, d'ailleurs, personne ne le sait puisqu'ils n'ont pas laissé d'écrit, ils n'ont pas laissé non plus d'enregistrement. Donc ça, c'est le rôle de l'auteur de pouvoir imaginer ce qu'ils ont pu penser dans ces moments de leur vie. Mais tout le reste, tout ce qui est factuel, c'est la réalité en fait. Donc tout ce qui s'est passé dans ce roman, c'est une histoire vraie. Donc ça raconte l'histoire de Johann Trollmann. Et Johann Trollmann, c'est un boxeur tzigane de nationalité allemande qui est né au début du siècle dernier, et en 1907 ou 1908, et qui est devenu donc champion d'Allemagne des mi-lourds en 1933, quelques semaines seulement après l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir. Donc, vous vous doutez bien, quand je dis déjà cette phrase-là, que effectivement, ça va pas se passer d'une façon très simple pour lui, hein, puisque Adolf Hitler, une des premières choses qu'il va faire quand il va arriver au pouvoir, il va se rendre compte que les deux des grands champions allemands de boxe sont Johann Trollmann, son surnom c'est Rukeli, donc un Zigane, avec la peau très mate, on le voit en photo sur la couverture, avec les yeux marrons et frisés, donc pas du tout un arien. Et le deuxième grand champion de boxe en Allemagne à cette époque-là, c'est un juif, c'est Eric Selig. Donc voilà, donc il arrive dans cette situation-là, et donc il va faire en sorte effectivement que la boxe allemande ne soit pas représentée à l'avenir par des personnes comme Eric Selig et comme Rukeli. Voilà. Donc c'est l'histoire de sa vie. Et après, je ne sais pas ce qu'il faut que je dise ou que je ne dise pas, mais le bandeau qu'il y avait à l'origine sur le roman, c'était, si je me souviens bien, l'histoire du boxeur Digan qui osa s'opposer à Adolf Hitler. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Je t'aide. Ah ben voilà, tu l'as là, j'arrive pas à la lire, mais ça doit être ça. Et en fait, c'est vrai que c'est une des premières personnes qui a eu un courage physique immense face à l'arrivée de cet homme au pouvoir en fait. Donc je raconte son histoire et tout son destin. Et aussi, je vais insister sur un autre sujet, c'est qu'au-delà du destin de cet homme, je voulais parler aussi du destin des peuples nomades pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'aime rappeler que malheureusement, il y a eu entre 200 000 et 1 million de personnes mortes dans les camps qui viennent des gens du voyage. On n'en parle jamais, mais vraiment jamais. Pourtant, c'est la deuxième population de victimes après les Juifs. Hein. Il y a eu 6 millions de Juifs. Juste pour une information quand même, le premier monument qui a été érigé, qui est sorti de terre à la mémoire des victimes nomades de la Deuxième Guerre mondiale, est sorti de terre en 2012. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a à peine 10 ans. Donc, on en parle rarement. Ils n'ont pas été invités à Nuremberg. Ils n'ont jamais été, bien sûr, indemnisés.
Et c'est vrai que quelque part, c'est un petit peu les oubliés de l'histoire. Et je voulais parler aussi du destin de ces gens qui ont traversé cette période trouble et qui ont essayé de survivre comme tout le monde, en fait, hein. Et alors, notamment les Tziganes, comme Rukeli, qui eux en plus étaient allemands d'origine. Donc c'est vrai qu'eux, ils ont eu un destin encore plus tourmenté, on va dire. Beaucoup, beaucoup de questions. On va revenir sur certains aspects que tu viens d'aborder. Ce roman raconte donc la véritable histoire. Donc le bandeau dit ça, l'histoire vraie du boxeur tzigane qui osa défier les nazis. Rukeli, ce boxeur tzigane, mais quel a été le déclencheur qui t'a plongé dans l'écriture de ce texte? Tu viens de le dire, on n'en parle pas assez. Non. C'est très récent, aussi d'avoir des monuments, etc. Pour toi, le fait d'entrer dans ce livre, de raconter cette histoire-là, c'est quoi le déclencheur? Alors en fait, j'en avais déjà parlé de Rukeli dans un précédent roman qui s'appelait Vers en bas. En fait, c'était un roman policier qui se passait dans le sud de la France. Et il y avait une partie du roman qui se passait dans le milieu des gens du voyage. Et il y avait une scène notamment où le personnage principal passait une soirée dans ce camp Tzigane et on lui parlait du destin de Rukeli. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les Tziganes le connaissent, Rukeli. Nous, on le connaît pas. Il n'a pas traversé l'histoire, ce type-là. Mais chez eux, c'est quand même une figure, en tout cas les plus anciens, c'est une figure un petit peu héroïque de leur population, en fait. Donc, j'avais déjà évoqué le destin de ce type dans Vers en bas, mais bon, ça représente une page dans le livre. Un goût de trop peu, j'ai l'impression. Tu t'es dit... Ouais, et c'est ça. En fait, c'est un personnage qui restait après. Une fois que j'ai fini le livre, je l'avais toujours en tête. J'ai écrit un autre roman par la suite qui s'appelle Talayuna. Et parce que souvent, quand on écrit, on vit avec des personnages pendant un an à peu près. Et après, une fois que le livre est sorti, les personnages un petit peu s'effacent. Et il y en a d'autres qui viennent prendre leur place. Rukeli ça restait une image que j'avais dans la tête. Je me disais, purée, ce type, il faudrait quand même en parler un peu plus. C'est pas juste que personne ne l'évoque. Alors, on trouve des informations sur lui, sur Internet, bien sûr. Mais on n'en parle jamais, en fait. Alors que c'est pour moi quelqu'un qui compte, quand même. Dans l'histoire, il a quand même eu un acte de courage totalement insensé. Et bon, peut-être que j'en parlerai quand même tout à l'heure. Et donc ce personnage est resté et je voulais, et en même temps, bon, j'avais pas trop envie d'écrire un roman, une biographie, voilà. Mais finalement, après la sortie de Talayuna, j'avais encore ce personnage qui était omniprésent et je me suis dit bon, mais j'ai pas le choix, il va falloir que j'écrive un roman sur ce type, que je raconte son histoire. Et par contre, je voulais vraiment la raconter d'une façon particulière. Je voulais pas le trahir, je voulais pas surécrire. C'est pour ça que c'est un roman qui est assez court, en 10 rounds. À la place des chapitres, c'est des rounds. Donc puisque c'est l'histoire d'un boxeur. Alors je rassure les gens, ça parle pas que de boxe, mais c'est quand même l'histoire d'un boxeur. Donc j'ai voulu un livre assez ramassé, assez impactant aussi, et où à la fin, mon ambition, c'était que le lecteur connaisse la vie de Rukeli et sorte de là un petit peu groggy, quoi, comme dans un match de boxe. C'est-à-dire que voilà, on sait plus si on a gagné ou si on a perdu, mais on sait qu'on a livré un combat. Et je voulais un petit peu l'écrire comme ça, se dire non, il y a un vrai choix d'écriture. Je voulais vraiment que l'écrivain disparaisse au profit du personnage principal. Voilà. Alors ça veut dire bien sûr pas surécrire, enlever des phrases, voilà, aller à l'essentiel, garder un style quand même, un petit peu de poésie parce que c'est une histoire qui est quand même dramatique. Donc je voulais aussi la raconter. Voilà, c'est un livre que je voulais qu'il puisse être lu par des collégiens aussi. Donc il y a quand même, il y a des sujets graves, mais voilà, j'en parle, j'essaie de mettre de la lumière aussi dans cette histoire. Voilà. Donc j'avais vraiment des choix d'écriture très précis quand j'ai démarré le projet.
Dis, je vais t'engager parce que c'est super facile avec toi, tu fais les questions, les réponses. En Ah, fait, je parle ah mais je énormément. vais profiter, mais j'adore. Merci pour, pour ça. On va revenir évidemment sur certains éléments, parce que je prends vos questions au passage, je vous rassure. Je vois que vous vous dites plein de bêtises et des choses très intéressantes aussi. Mais j'aime bien, il y a une bonne ambiance dans ce chat. Merci beaucoup, c'est vous qui faites ça. J'en profite pour remercier Dart. J'ai vu passer un don pour la cagnotte Tipeee. Merci beaucoup, ça part directement dans le projet de Maretsu, cette émission en direct du collège de Maretsu fin mars. Merci beaucoup pour ces dons qui continuent ce soir, et donc ça fait plaisir. On parlait d'écriture, on va rester là-dedans, on reviendra sur les autres choses plus tard. Il y a de nombreuses manières de raconter une histoire, ça tu l'as dit. Et ici, c'est une biographie, mais romancée. Et du coup, la question que beaucoup se posent, c'est quelle est la part de romancé, quelle est la part de biographie? Est-ce que c'était facile de choisir si c'était vrai, pas vrai, s'il fallait inventer, pas inventer? Comment as-tu travaillé cet aspect-là, précisément? Alors, ça, c'était pas très difficile parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, tous les faits sont réels. Donc voilà, pour le coup, j'avais pas besoin d'imaginer quoi que ce soit puisque tous les faits, j'étais vraiment cadré par l'histoire de Roquely. Ensuite, ceux qui romançaient, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment ceux qui pensent. Effectivement, je peux pas savoir ce qu'il pensait Roquely au fond de lui. Parce que, je rappelle, c'était un Tzigane allemand, donc bah lui, il se sentait allemand. Hein. En fait, sa famille était arrivée en Allemagne au XVIe siècle. Donc, son père, il était dans la police fluviale à Hanovre. Donc, lui, il se sentait allemand, en fait. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est fou. C'est une petite parenthèse, mais qui est importante. C'est qu'en 33, Roquely, c'était le chouchou des Allemands. C'était le chouchou des Allemands. C'est-à-dire les femmes étaient amoureuses de lui, tout le monde le badait en fait. Hein. Et on s'aperçoit justement quand on regarde cette histoire que encore en 33, la plupart des Allemands, ça les dérangeait pas que ce soit une Zigane qui représente l'Allemagne. Ils étaient voilà, il y avait pas parce qu'on a toujours l'impression que le nazisme est arrivé et tous les Allemands étaient pris d'une folie collective. Ben non, c'est pour ça, c'est ce qui est dangereux aussi, c'est qu'on s'aperçoit qu'au début, c'est des petits groupes, c'est des groupuscules, et après ça grossit. Mais en 33, c'était encore le chouchou des Allemands. Donc du coup, j'ai oublié ta question, bien sûr. Oui, C'est la part donc romancée, oui. voilà, ce qui est romancé, c'est ce qu'il avait dans la tête. Ce qu'il avait dans la tête. Après, il y a eu des moments, ici, il y a deux petits moments. Il y a son épouse, Olga, dans la réalité, il l'a rencontrée quand il avait 24 ans, si je me souviens bien. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait rencontrer quand il avait 16 ans, parce que j'avais envie d'avoir un personnage féminin aussi assez rapidement dans l'histoire, parce que je voulais pas raconter une histoire trop young, quoi. Je voulais aussi ce que je disais tout à l'heure, mettre de la lumière, mettre de la poésie, décaler un petit peu aussi de temps en temps là, voilà, et sortir un petit peu aussi du sujet pour respirer. Donc ça, c'est une petite partie qui est romancée. Et puis, il y en a une deuxième. Alors ça, c'est amusant. C'est à un moment donné dans l'histoire, je m'étais dit, tiens, bon, puisque c'est un roman, pourquoi je lui inventerais pas un frère qui rentre chez les SS ou dans les SA, chez les nazis, quoi, en gros. Et je m'étais dit ça. Et puis après, je m'étais dit, non, mais c'est dommage d'inventer juste un truc pour ça, pour faire une sorte de procédé d'écrivain, quoi. Et puis finalement, comme j'ai poursuivi mes recherches tout en écrivant le livre, je me suis aperçu quelques temps après qu'il avait effectivement un frère, un de ses frères, un de ses grands frères, qui était rentré dans les SA, dans les nazis, donc, et qui n'était pas resté longtemps, hein, puisqu'au bout de 6 mois, il avait viré parce qu'il était tzigane, comme lui, bien sûr. Et donc, comme quoi, des fois, la réalité dépasse de très loin la fiction, et c'est un petit peu tarte à la crème de raconter ça, mais c'est vrai, quoi, en fait. Donc, tout ce qui est factuel, en fait, est vrai. Un livre qui est court et qui est percutant, ça, tu le disais, c'était ta volonté. Je ne vais parler que pour moi parce que je ne peux faire que ça. Ça a bien marché sur moi. Ça a vraiment bien marché. Ma question c'est, tu n'aimes pas trop le remplissage, on va appeler ça comme ça, parce qu'il y a parfois des tendances. Alors, il n'y a pas si longtemps, Michel Dufresne vous expliquerait ça très bien, mais il y a des tendances, par exemple, du côté États-Unis, à remplir les livres, mettre beaucoup de choses, des détails, des descriptions, pour qu'il y ait un nombre de pages qui justifie le prix, et pour que les gens qui l'achètent et le lisent ne se disent pas « je me suis fait arnaquer ». Il y a une tendance comme ça, à un moment, de remplir.
on n'a pas forcément beaucoup plus à dire, mais on remplit. Ce livre, tu disais, on va en reparler, mais 10 rounds, vous voyez, c'est pas épais. On prend une petite claque, objectivement, parce que c'est un parcours incroyable de Rukkeli. Tu n'aimes pas trop le remplissage? C'était ta volonté d'aller à l'essentiel? Tu disais tout à l'heure, enlever, pas mal de choses. Ouais, alors j'ai pas de jugement sur la taille des romans. Et quand je commence un roman, je sais jamais s'il va faire 180 pages ou 350 pages ou plus. Donc après, c'est l'histoire qui le justifie, c'est le choix aussi qu'on peut faire. Donc moi, je sais qu'il y a des romans, j'aime des romans très longs. Dans ma bibliothèque, j'ai des romans, des pavés que j'ai adorés. Et puis il y a des romans très courts aussi qui m'ont électrocuté. Donc je pense pas que que ce soit une question de nombre de pages. Je pense que vraiment c'est le sujet qui porte voilà, qui. Moi, je sais que j'ai d'autres romans où il y a beaucoup plus de descriptions. Je suis un passionné par la nature, donc où je laisse un peu des fois libre cours voilà à mon écriture. Je l'ai moins fait. Alors, je l'ai un petit peu fait dans Danser encore, mais je l'ai fait moins parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je voulais pas, comment dire, je voulais pas qu'on se dise à la fin du roman. Je voulais que les gens se rappellent de Rukkeli, en fait. Ouais, je sais pas comment expliquer ça. Je voulais que ça soit l'histoire de ce type qui se dise, voilà, je ne l'oublierai jamais, quoi. Et alors, bien sûr que c'est écrit. Je veux dire, voilà, j'ai fait. En plus, moi, je suis un psychopathe de la phrase. Chaque phrase est pesée. La sonorité des phrases. Je travaille comme un dingue là-dessus. Avec mon épouse aussi voilà, sur plein de trucs, sur le rythme. Donc tout ça, ça y est, dans ce livre. Mais ce que j'ai pas mis, c'est justement d'en faire un trop. Voilà. À chaque fois que je sentais que j'écrivais, ça aurait été facile. Je sais pas si je l'avais dit ça, si je l'ai dit. Ça aurait été facile de faire un pavé de 800 pages avec son histoire. J'aurais pu romancer. J'aurais pu en écrire. J'aurais pu faire 2 tomes en fait. Et certainement que ça aurait, il y aurait plein eu de lecteurs qui auraient peut-être préféré. Et là, moi, je trouvais que c'était trahir un petit peu son histoire. Voilà, je voulais pas faire du roman là-dessus, même si c'est un roman. Je voulais vraiment coller à la réalité, parce que quand on romance, ça fait trop. Après, on perd de vue que c'est la vérité en fait. On se dit bon, en fait, c'est un joli roman. Voilà, je voulais pas que les gens se disent c'est un joli roman. Je voulais que les gens se disent c'est une histoire incroyable. Ce type, il a eu une histoire incroyable et il mériterait quand ça tarde un petit peu plus sur ce qu'il a été et sur ce qu'il représente aussi. Voilà. C'était vraiment mon objectif. Et Stéphane Chamac, qui est avec nous dans le chat, nous dit qu'il est d'accord quand on a le sentiment que tout est dit dans l'histoire, pourquoi rallonger artificiellement un récit, parfois et souvent même less is more. Vous avez bien fait déjà, parce que c'est votre choix, et c'est aussi ça, quand on est auteur, c'est un choix, et c'est pas mal. Tu disais retenir qui est Rukkeli, et d'ailleurs, cette couve, on va en parler, on le voit. C'était une évidence pour toi de mettre cette photo-là? Il en avait probablement d'autres, des photos. Ça s'est passé comment, le choix de cette couverture? Alors, il y a des photos de Rukkeli qui sont plus jolies, parce que là, il est jeune sur cette photo, mais je voulais cette photo parce qu'en fait, pour moi, c'est la première page du roman. En fait, le roman, il commence avec une description de cette photo. Donc, c'est pour ça qu'il fallait que cette photo soit en couverture du livre, en fait. Donc, c'était bon. Mon éditeur était totalement d'accord, donc ça n'a pas été source de débat. Et je trouve que c'est une photo qui est touchante parce qu'on le voit, il est en garde. Donc ça, c'est une photo classique qu'on faisait à ces époques-là, dans les années 20, 30. On photographiait les boxeurs en garde basse comme ça, ou miotte. Alors souvent, quand on voit les photos des autres boxeurs à cette époque-là, ils ont des regards méchants, quoi. On sent qu'ils sont prêts à en découdre. Et lui, on voit qu'il est un petit peu, qu'il a un regard étonnamment doux pour un boxeur. Ce que j'ai pas dit, c'est que c'était un des premiers boxeurs à danser sur le ring. Avant cela, c'était des boxeurs assez statiques. Lui, sa grande force, c'était la mobilité. Donc, il dansait. Il évitait les coups. Il était connu pour ça, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça a été sa grande force. Et ça s'est retourné contre lui, puisque ça, je peux le raconter.
quand donc Adolf Hitler est arrivé au pouvoir, pour éviter que Ruggeri soit champion d'Allemagne des poids mi-lourds, ils ont décidé de changer les règles de la boxe. Et ils ont décidé qu'à partir de maintenant, il faudrait boxer les pieds rivés au sol sur le ring. C'est-à-dire on pouvait éviter les coups avec des mouvements du buste, voilà, des mouvements de la tête. On pouvait bouger légèrement, mais on ne pouvait pas danser. Ils avaient énoncé que cette façon de danser était une façon non virile. Ils avaient même dit que la façon de boxer de Ruggeri était une façon non aryenne. Voilà. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point où se loge finalement la perversion la plus totale. C'est-à-dire qu'ils ont changé les règles de la boxe pour éviter que Zigan soit champion d'Allemagne de boxe. C'est quand même assez incroyable. Et lui, sa réaction, voilà, je peux la raconter parce que c'est pas tout le livre, mais il est connu pour ça. Donc en 33, quand il change les règles de la boxe, lui, Ruggeri sait parfaitement qu'il va perdre son titre. Il sait qu'il ne peut pas gagner. C'est impossible puisqu'on lui enlève sa principale force. Et lui, il décide de monter quand même sur le ring. Ça se passe en juillet 1933 à Berlin. Il faut imaginer une des plus grandes salles de boxe d'Europe à l'époque. Il y a tous les dignitaires nazis, bien sûr, au premier plan. Et lui, il va boxer pour le titre donc de champion d'Allemagne contre Gustav Eder, donc un arien, là, pour le coup, un grand blanc avec des yeux bien bleus. Et lui, il décide dans le vestiaire de se teindre les cheveux en blond en signe de protestation pour faire voir qu'il n'est pas dupe en fait de ce qui se passe. Donc il se teint les cheveux en blond, il se fait transpirer en s'entraînant et il verse sur son corps du talc, une boîte de talc. Et il pénètre sur le ring dans la stupéfaction générale, tout blanc, comme un clown blanc en fait. Et donc là, vous imaginez un silence de mort. C'est pour ça que c'est un des premiers actes de résistance, c'est un des premiers camouflets qu'on a envoyé au visage d'Adolf Hitler quelque part. Et c'est un Zigan qui l'a fait. Donc il est monté sur le ring comme ça. Il a combattu pendant quelques rounds. Et au bout du 4e ou 5e round, il a décidé d'arrêter de se battre. Il trouvait que ça n'avait pas de sens en fait ce qu'il faisait. Et il s'est laissé mettre KO. En fait. Et ça, c'est quelque part, c'est le début de sa légende quelque part. Parce qu'après, elle va l'amener jusqu'à sa fin qui est dramatique aussi, qui est incroyable. Mais voilà, mais qui illustre aussi le personnage. C'est un personnage. Je ne sais pas si on imagine aujourd'hui le courage qu'il fallait pour monter sur un ring en 1933 à Berlin en se teignant les cheveux, en se recouvrant de talc devant tous ces nazis pour leur faire voir à quel point les décisions qu'ils avaient été stupides et ridicules et iniques. Voilà, donc c'est en cela que Ruggeri, ça devrait être en fait une figure historique. Hein, on devrait, mais l'histoire n'a pas retenu son nom. Voilà. Et c'était une de mes impressions quand j'ai lu, et c'est marrant parce que les personnes qui sont avec nous t'écoutent, et c'est très bien raconté, c'est très bien écrit aussi, Stéphane, tu verras. Je suis sûr que ça va t'intéresser comme livre et comme écriture. C'est fou quand même, nous dit Attraction Duty. Oui, en fait, moi, quand j'ai refermé, je me suis dit, mais pourquoi j'ai jamais entendu parler de ce gars, en fait? Jamais. Ah, donc c'est l'occasion en live, je l'ai déjà fait un peu, mais je te remercie parce que sans toi, sans les auteurs qui décident un jour, c'était une des premières questions, de mettre leur projecteur là-dessus, eh ben on sait pas, et j'ai eu le sentiment que c'était un manque de jamais avoir entendu parler de lui, et c'est dommage. Voilà, donc ce livre, il a aussi ce mérite-là, et je tenais à te remercier pour ça. Et une question qui va avec, c'est la boxe, c'est quelque chose que... Parce que tu t'es lancé sur ce sujet-là, ce personnage-là, tu dis qu'il venait d'une de tes autres histoires, mais au final, c'est quoi? C'est parce que tu as mis à la boxe et tu savais que ce personnage avait existé, et alors tu t'es dit, là, il y a quelque chose à raconter. Est-ce que c'est un domaine que tu connais? Non, alors, j'ai ma fille qui fait un peu de boxe, pas moi. Et non, je connaissais mal la boxe. Alors par contre, c'est vrai que il a fallu que je me comme tout écrivain qui essaie de faire un travail, notamment avec une base historique, essayer de prendre le maximum d'informations. Donc, je pense que j'ai lu à peu près tous. En plus, c'est marrant parce que il y a vraiment un lien entre la littérature et la boxe. Hein. Il y a un nombre incroyable d'écrivains qui ont écrit sur le sujet. C'est juste fou. Quoi. On s'aperçoit qu'il y a un lien. Alors, je pense que c'est lié à la dramatique aussi. C'est un sport où il y a une dramaturgie constante en fait. On ne sait jamais comment ça finit. On sait que chaque combattant peut finir sa carrière sur un coup.
enfin bref. Et donc, ouais, non, il a fallu que je me renseigne beaucoup, que je fasse des recherches. Donc, j'avais deux sortes de lecture à ce moment-là. C'était tout ce qui était les lectures historiques et tout ce qui avait trait à la période de la République de Weimar, quoi, en fait, l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir en Allemagne. C'est une période que je connaissais assez mal, finalement, je me suis aperçu. J'en avais une vision totalement, euh, euh, pas fausse, mais un petit peu biaisée, quoi. Donc, c'était très intéressant à mener comme recherche. Et d'ailleurs, au passage, je dois dire que tout le travail que j'ai fait a été visé par Elsa Bono, qui est une historienne spécialisée dans cette période-là, que j'ai rencontrée à Paris après la publication du roman. Donc ça, c'était vraiment très chouette, pour éviter justement de dire des bêtises. Et ça a été vraiment dans le détail, hein, c'est-à-dire la couleur d'une chemise, en fait, des trucs très précis. Et pour la boxe, j'ai lu beaucoup de littérature liée à la boxe. Et c'est vrai que c'était aussi passionnant parce que moi, je ne vais pas dire que c'est un sport qui me passionne, mais c'est quand même, voilà, c'est un sport il fait partie des grands sports de l'histoire de l'humanité. Il y a un truc qui est fou. Le premier combat de boxe qui est documenté en fait dans un roman, dans un livre, c'est dans l'Iliade. C'est Homère qui relate, ça s'appelait le pugilat à l'époque, et c'était à l'occasion des funérailles de Patrocle, c'était le cousin de Achille, pendant la guerre de Troie, et ils ont organisé un combat de boxe. Et dans l'Iliade, Homère raconte ce combat de boxe. D'ailleurs, j'en mets un passage d'ailleurs dans le roman. Dans Danser encore. Donc voilà, donc la boxe, ça existe depuis tellement longtemps. Donc ouais, c'était assez passionnant aussi. C'était des recherches qui m'ont passionné, effectivement. Alors, juste, je voulais dire aussi, je suis très content d'avoir écrit ce livre et j'en parle beaucoup. Je suis désolé, j'ai un débit de parole un peu. Alors, si tu m'avais invité pour un de mes bouquins, tu verrais que je suis moins loquace. Mais c'est vrai que ce roman, je le défends peut-être mieux, avec plus de flamme. Non pas que je l'aime plus que les autres, mais c'est parce que j'ai aussi une sorte de devoir par rapport à ce boxeur Zigan. Et beaucoup de réactions. C'est toujours important de mettre en lumière des personnages oubliés par l'histoire. Moi, je pense à Ludovic Miserol aussi, qui fait ça très très bien. On a un peu le même style de réponse que tu fais quand on écoute Ludo, donc c'est marrant. Et puis Stéphane qui dit, dans la boxe, il y a quelque chose d'assez sacrificiel, car beaucoup de familles vivaient grâce au combat d'un des leurs. Et il cite un boxeur, Fabrice Bénichou, qui faisait vivre toute sa famille en prenant des coups. C'est vrai que c'est quelque chose de particulier. En regardant cette histoire, on se demande parfois, j'imagine que je suis pas le seul, parce que tu expliquais, au final, il est allemand, il va revenir avec ce geste, voilà, de se teindre, de mettre du talc, mais on se dit, pourquoi il part pas? Pourquoi il ne s'enfuit pas? Et je me disais, est-ce que, tu l'as un peu évoqué, on est sur quelqu'un qui est tzigane, est-ce que c'est lié à la culture, aux traditions? Est-ce que les origines, ça forge parfois une destinée qui font qu'aujourd'hui, tu es là pour parler de lui et de défendre avec flamme ce livre? Moi, je me suis dit pendant un bon bout du livre, mais pourquoi il part pas en vérité? Quand on voit que ça commence à craindre à ce point-là, on se dit, mais tiens, moi, est-ce que je partirais pas? Je me suis posé la question. Alors d'ailleurs, Eric Selig, le boxeur juif qui était un de ses amis, lui est parti, il a fui en France et par la suite aux États-Unis, où il a fait une carrière de boxeur honorable. Et c'est vrai il a proposé à Rocky Lee de partir. Mais ce qu'il faut savoir, alors pareil, alors là c'est un travail de romancier, presque d'enquêteur, c'est d'essayer de se dire, parce que moi aussi je me suis posé la question, pourquoi il s'en va pas? Et en fait, c'est facile à comprendre en fait, quand on comprend que les Tziganes, Rocky Lee, il avait, je crois, 6 ou 7 frères et sœurs. Il avait sa mère, son père qui était très malade. Il avait ses cousins, ses cousines qui vivaient dans les roulottes dans la forêt. Donc, les peuples nomades sont très attachés à leur famille. Hein. Ils ont pratiquement que ça, hein, avec une caravane ou une roulotte. Euh, donc, ils sont très attachés à leur famille. Et je pense que pour eux, c'est juste inconcevable d'abandonner leur famille. Donc, il faudrait qu'ils partent tous, ou qu'aucun ne parte. Donc, je pense que c'est essentiellement ça qui a contribué au fait qu'ils ne partent pas.
Il y a aussi peut-être une autre chose qui a joué, c'est que lui se sentait allemand. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Lui, il est né allemand, il se sentait allemand, et je pense ils ont eu du mal à comprendre aussi les Tziganes allemands, qu'ils n'étaient pas allemands. D'ailleurs, Hitler, il y a un truc qui est aussi incroyable, c'est que par rapport aux Juifs, il a toujours eu dans l'idée de les exterminer. Ça, c'est dans Mein Kampf depuis le début, c'était vraiment une idée directrice qu'il avait. Pour les Tziganes, il n'a fait qu'hésiter en fait, parce que c'est un peuple arien aussi quelque part, puisqu'ils viennent d'Inde aussi. Donc il a hésité. Donc par moment il disait on va les exterminer, après il disait bon finalement on va les garder, on va garder deux familles qui sont un peu plus pures. Alors on ne sait pas pourquoi il disait qu'ils étaient plus purs ces familles-là que les autres. Il disait on va les mettre en Pologne, on va les mettre dans un endroit, on ira les voir. Il avait même décidé de les inscrire au patrimoine historique comme des monuments, en fait, comme des objets. En fait, il est considéré comme des objets. Et, donc voilà, il a hésité. Et quand en 39 il se lance dans l'invasion de la Pologne, il décide, il se rappelle il y a des Tziganes en Allemagne, et il se dit tiens, ça va faire des soldats. Donc il les engage de force dans la Wehrmacht. Et c'est pour ça que Rukeli va se battre en Pologne, en Belgique, en France et même en Russie. Il va être envoyé sur le front russe, où il sera blessé en 1942, je crois. Ouais, c'est ça, en 42. Et donc oui, lui, il se sentait aussi quelque part allemand, quoi. Et c'est que à partir de 42, justement, que Hitler décide de les envoyer dans des camps d'extermination. Le livre, il est dédié à ta famille et tu écris à tous les peuples du vent. Ouais. Qu'aimerais-tu qu'ils retiennent de ce roman, ces peuples du vent? Ouais, écoute, c'est compliqué, je sais pas. Alors c'est marrant parce que je fais pas mal j'ai fait pas mal de signatures de festivals et c'est m'est arrivé à plusieurs reprises de voir arriver un type avec un visage un petit peu buriné et qui me demande pourquoi je parle des tziganes, si je suis tzigane, voilà, qui me demande un petit peu qui me laisse un petit peu parler et à la fin il me dit bon parce que moi je suis tzigane et il me dit bon je vais vous en prendre trois, je vous en prends quatre et hop, ça m'est arrivé plusieurs fois donc et je suis d'ailleurs en lien là avec il va y avoir je crois que c'est en avril, je suis plus sûr des dates, mais je crois que c'est le 4 avril. Il y a la journée internationale des Tziganes, voilà, des gens du voyage, et je vais certainement participer avec eux à cette journée-là, faire une conférence, des lectures, je sais pas comment on va s'organiser. Mais je suis aussi je suis sollicité par des clubs de boxe, par des clubs de boxe de Tziganes aussi, donc dans les écoles aussi, je me demandais, est-ce que tu vas beaucoup dans les écoles? Oui. Ouais, j'ai un programme qui va commencer là, pas mal dans les écoles. Et c'est vrai que je vois ça leur plaît et ça leur fait. J'espère qu'ils seront contents de la façon dont j'ai évoqué la mémoire de Kelly. Voilà, ça c'est une première chose. Et puis c'est un vrai héros pour eux, quoi. Voilà, donc voilà, voilà, ça me fait plaisir à ma toute petite mesure de mettre un tout petit éclairage sur lui. Mais même, voilà, j'ai pas des millions de lecteurs, hein, je suis pas un très grand vendeur de livres, mais en tout cas, je suis content d'amener une petite pierre dans cet édifice-là. Essayer de remettre un petit peu surtout qu'on est dans une période quand même, il faut dire, c'est quand même fou où on est en train d'oublier l'histoire. Même maintenant, on voit les profs d'histoire, ils n'arrivent plus à parler de la Shoah dans les écoles. Et là, c'est peut-être aussi un moyen d'évoquer cette période-là avec un biais un petit peu différent. Mais je trouve ça dingue, quoi, en fait. Et je souris parce que c'était ma prochaine question. Je me suis dit, le roman, là, il se passe à une époque, tu as bien précisé, première moitié des années 1900. Est-ce que ça pourrait encore arriver aujourd'hui, tu penses? Est-ce qu'il existe d'autres Rukeli? Je sais pas. J'aimerais dire non, j'aimerais être sûr de dire non, mais je te disais tout à l'heure que je vais beaucoup dans les rayons de poésie pour essayer de me persuader que les humains sont quand même au final sont quand même bien et tirent des leçons de ce qu'ils vivent. Mais je suis pas sûr. On voit encore ce qui s'est passé il y a pas longtemps. Je veux pas faire de l'actualité, hein, mais en Israël. Donc bon, on voit que l'horreur est à nos portes.
On voit qu'elle frappe tout le temps. On voit que les gens réagissent pas forcément non plus. On voit qu'il y a une acceptation de l'horreur. Et puis on se dit, bon, on ferme les yeux. Donc, et quand, moi j'invite tout le monde à lire un petit peu ce qui s'est passé, à regarder l'histoire de l'Allemagne sous la République de Weimar. C'est quand même très intéressant. Hein. Il y a des choses qui ressemblent. Hein. Enfin, je veux pas faire faire peur à tout le monde, mais par exemple, il y a un truc que je trouve assez incroyable, c'est par exemple quand ils ont fait les Jeux Olympiques à Berlin en 1936, je crois, si je dis pas une bêtise. Ouais, c'est ça, ça doit être en 36. Hitler, ce qu'il a fait, c'est qu'il a nettoyé les rues de Berlin de tous les SDF, enfin, les mendiants, de tous les tziganes, et ils ont parqué dans d'autres villes. Et là, moi, il y a les Jeux Olympiques en France, à Paris, cette année, et je vois que finalement, on fait à peu près la même chose, quoi. On envoie les SDF, on essaie de nettoyer les rues pour que les gens aient des belles vues de la Tour Eiffel, du Champ de Mars, alors que voilà, on essaie de pas regarder la réalité en fait. Et ça a commencé comme ça là-bas finalement aussi dans ces époques-là. Donc, bref, donc j'ose espérer que c'est bien sûr et voilà que ça se passera pas comme ça, mais je me dis qu'on est à l'abri de rien en fait. On est à l'abri de rien et et c'est pour ça que ça me faisait aussi, voilà, je voulais parler aussi de cette de cette histoire. Mais oui, voilà. Il y a un truc aussi, tu vois, tout le monde connaît le nom du génocide des Juifs, tout le monde sait que ça s'appelle la Shoah. Personne ne connaît le nom du génocide des Tziganes et des gens du voyage, qui s'appelle le Porajmos. Dans leur langue, ça veut dire la grande dévoration. Donc, tu vois, l'oubli, il vient très vite, en fait. En fait, on les a oubliés, mais dès qu'on a fait le tribunal de Nuremberg, ils n'existaient déjà plus, les gens du voyage. Donc, tu vois, donc, voilà, je pense que c'est aussi un travail. Moi, je ferai pas ça tous les jours. Hein. Moi, j'aime bien écrire des romans, des trucs beaucoup plus légers, beaucoup plus lumineux, humoristiques même des fois. Et en tout cas, je m'y essaye. Mais je ferai pas ce travail tous les jours. Mais je suis très content de l'avoir fait en tout cas pour ce bouquin-là. Et puis ça s'arrête pas là parce que il y a le ring, et puis il y a les planches où des histoires peuvent aussi se jouer. Alors j'ai cru comprendre que tu n'avais pas fini de danser avec ce personnage et qu'il y avait un projet là qui se prépare. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors il faut croire que je suis vraiment que j'arrive pas à me décrocher de Ruy Kelly, hein. Et mais c'est vrai que quand j'ai fini d'écrire le bouquin, quand je l'ai quand il est paru, il a été édité, donc il a été en librairie. Eh ben, il y a une nouvelle fois, Ruy Kelly est encore resté dans ma tête et je me suis dit tiens, j'ai pas encore tout à fait fini. Et notamment, j'avais enlevé pas mal de passages dans le bouquin qui me plaisaient bien, hein, que je trouvais assez sympa, mais qu'il fallait enlever. Et, euh, et du coup, je me suis dit que j'allais écrire une pièce de théâtre. Alors, je suis pas un spécialiste du genre, mais je me suis lancé dans l'aventure avec beaucoup de plaisir parce que j'aime beaucoup le théâtre. Je trouve que j'adore les spectacles vivants et je trouve que c'est extraordinaire. Et ça serait vraiment un rêve pour moi de pouvoir. Donc, j'ai écrit cette pièce. Elle est écrite maintenant. Le point final a été tapé. Et elle est en lecture chez plusieurs metteurs en scène. Et c'est vrai que c'est un projet que j'aimerais bien mener à son terme, mais qui est aussi très compliqué. C'est au moins aussi difficile je pense aujourd'hui de mettre en place une pièce de théâtre que d'être édité chez un éditeur, quoi. Donc il faut avoir une part de chance. Il faut tomber sur les bonnes personnes. Peut-être que à travers des émissions comme la tienne, il y a peut-être un théâtreux, un metteur en scène qui se dira tiens, c'est vrai, j'ai peut-être envie de m'intéresser à ce sujet-là. Donc j'ai écrit une pièce qui est sur une unité de temps avec 3 personnages et qui raconte toute l'histoire de Ruy Kelly. Voilà, d'une façon, là aussi, c'était pas évident de faire ça en pièce de théâtre. C'est très différent du roman pour le coup. Il y a plus que dans le roman et il y a moins que dans le roman. Voilà. C'est différent, quoi. C'est vraiment deux textes très différents, mais que j'aime beaucoup. J'aime autant l'un que l'autre, et voilà. Donc c'est un projet que j'essaie en ce moment de mettre en place. Et donc si les gens du théâtre nous écoutent, il y a quelque chose à faire, les amis. N'hésitez pas à contacter Charles Aubert. Et si vous allez le voir en dédicace sur des salons, prévoyez une demi-heure, parce que
Je suis désolé. Ah, mais moi j'adore. C'est un compliment venant de moi, je t'assure, parce que Ouais, c'est mais je suis vraiment, bavard vraiment, là-dedans. vraiment passionnant. Je pourrais en parler pendant des heures. On parlait avec la flamme, hein, comme tu disais, on parlait de projets avec cette pièce de théâtre. Quels sont tes autres projets? Tu disais, tu aimes bien faire d'autres choses. Est-ce que tu peux déjà en dire un mot? Ou bien, silence Ah, radio? non, j'ai un autre manuscrit qui est terminé, qui est chez mon éditeur. Là, pour le coup, c'est un livre plus lent et plus lumineux. Bien qu'il y ait de la lumière dans Danser encore, j'ai vraiment voulu en mettre. Mais là, bon, c'est un sujet, c'est une histoire d'une famille. Voilà, il y a un peu d'humour. Enfin, c'est un livre c'est un texte que j'aime beaucoup. Et j'espère qu'il plaira à mon éditeur parce que pour l'instant, j'ai pas trop de retours, pour dire la vérité. J'en ai eu quelques-uns, mais bon, c'est pas encore, j'ai pas encore eu de vraie discussion là-dessus avec lui. Mais c'est un texte que j'aime, qui me tient vraiment à cœur aussi parce que lui, pour le coup, c'est un peu l'histoire de ma famille, mais un petit peu, alors là, pour le coup, très romancé. Voilà, donc Mhm. voilà, et je pense que c'est un bon texte aussi. Je me suis régalé à l'écrire aussi, donc bah, tu sais comme à chaque fois qu'on écrit un truc, voilà. Mais après je sais pas si je le défendrai aussi bien que Danser encore. Certainement j'aurais plus de difficultés puisque je suis un peu plus impliqué dedans. Mais mais en tout cas ouais, j'aimerais bien que ce soit un livre qui soit édité courant 2024. Voilà. Une petite question traditionnelle avant de te donner le mot de la fin. Imaginons que la boîte puisse te faire traverser le temps, elle est incroyable cette boîte, et que tu te retrouves quand tu avais une dizaine d'années. Ça peut être plus large que ça parce que je suis très très gentil. Tu aimerais dire quoi à l'enfant, l'ado, que tu étais peut-être de l'âge de Rukeli, quand il a enfilé les gants pour la première fois? Tu aimerais dire quoi à l'enfant que tu étais, mais avec tout ce que tu sais aujourd'hui? Parce que ça peut être pratique. Oh là là. Je croyais que t'allais me demander si je voyais Rukeli, tu vois. Non, quand j'étais enfant, euh, qu'est-ce que je dirais, qu'est-ce que je me dirais si enfant, j'étais particulier quand même, hein, donc je me dirais réfléchis beaucoup moins, te prends moins, voilà, je me prenne moins la tête, prends-toi moins la tête, réfléchis moins, aime plus, euh, voilà, essaie peut-être de faire plus confiance aussi, euh, voilà, et après de profiter, très tôt j'ai eu la conscience un petit peu que la vie c'était pas très long non plus, pas infini en tout cas. Donc j'ai toujours essayé, je pense, je me suis toujours efforcé de vivre le moment présent. Je m'y efforce tous les jours encore. Et, euh, et c'est presque un réflexe, c'est un réflexe maintenant. Donc ça, je pense que je l'avais déjà à l'époque. Mais ouais, ce serait peut-être de moins réfléchir, moins de, voilà. Et quand je dis d'aimer plus, c'est bah, peut-être de le dire plus aux gens qui sont là, tant qu'ils sont là. Euh, ouais, c'est vrai que quand on est enfant, c'est souvent, ouais, je crois que c'est un sentiment assez partagé par tout le monde. Hein. On traverse un petit peu ça, un peu d'une façon un petit peu en désordre, quoi. Donc voilà, peut-être que je me dirais, je lancerai ces mots et je sais même pas si j'arriverai à les comprendre parce que je sais même pas si ce que je dis est très compréhensible. Si, mais et alors ce qui est fou, c'est que, alors, soit tu lis dans mes pensées, soit dans ma conduite, ça je sais pas, mais c'est très inquiétant. Mais c'était la question d'après, c'était, oui, et si tu croisais Rukeli? Ah, si je croisais Rukeli, Est-ce que tu déjà, t'es j'irais imaginé pas cette rencontre improbable? Mais non, non, je crois pas. Je pense pas l'avoir imaginé. Déjà, je boxerai pas contre lui, ça c'est sûr. Et je sais pas ce que je lui dirais. Je lui dirais que je, je pense que je serais très intimidé déjà. Je me suis pas posé la question. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? et lui, qu'est-ce qu'il pourrait te dire? Imagine, il a Je lu sais pas. le roman. Je sais pas. J'espère qu'il serait content et que voilà. Peut-être, tu sais, des fois, il n'y a pas besoin de parler, hein, juste un regard, un Mhm. sourire, un truc comme ça. Et puis, ça suffit. Des fois, ça nourrit pour tout le restant d'une vie, quoi. Donc, tu sais, des fois, les mots, ils sont pas utiles dans ces moments-là. Moi, je pense que ce serait un échange de regards et, et j'espère voilà, que j'ai compris ce qu'il était déjà. Parce que ce que je suis pas sûr, c'est de pas l'avoir trahi dans ses pensées. Voilà. Ça se tombe, il pensait pas du tout ces trucs-là. Mais, mais je pense pas, parce que j'ai quand même, quand on voit tout ce qui s'est passé dans sa vie, quand on met en parallèle ce que j'ai fait, c'est-à-dire ce qui lui est arrivé avec la grande histoire,
on s'aperçoit que tout a un sens, en fait. Tout est assez évident. Maintenant, voilà. Ouais, j'aimerais voilà, qu'on se serre la main. Et Pas ce trop fort. regard sur la couverture dont tu parlais, il veut dire Ouais. beaucoup, beaucoup de choses. Je te laisse évidemment le mot de la fin pour refermer le couvercle de cette boîte. Que sais-tu nous dire pour conclure ce premier passage parmi nous? Donc c'est là où j'ai eu une demi-heure pour terminer. Carte blanche. Carte blanche au Ah ben non, poète. le mot de la fin, c'est te remercier déjà de m'avoir accepté dans la boîte. Comme je disais, c'est vrai que j'ai pris sur moi parce que je fais peut-être pas beaucoup de démarches vers les autres, mais c'est vrai que là, j'ai vraiment ce livre à défendre. Voilà, c'est un livre que je pense qui est assez important. Et puis voilà, donc te remercier, et puis espérer que j'ai été clair dans ce que j'ai raconté, que voilà, que je n'ai pas parlé trop vite, hein, et que ça a intéressé les gens, et puis que ça éveillera leur curiosité aussi. Et puis voilà, parce que souvent, comment dire, on, on a des jugements hâtifs aussi sur des gens, sur des populations, et puis quand on regarde les gens, la vie des gens de façon individuelle, ben, on s'aperçoit que on est tous plus ou moins paumés dans cette vie, on essaie tous de s'en sortir un petit peu comme on peut, on essaie de faire vivre nos familles, donc à tous les niveaux, je pense, hein, donc, et dans toutes les ethnies, dans tous les pays. Donc voilà, c'est peut-être essayer voilà, de comprendre un peu mieux les différences des gens, voilà. Et notamment des gens du voyage. Le Belge Kili nous dit « Ce fut super intéressant, le tout fait par une personne intéressante, ce fut très clair et hyper fascinant, intéressant, nous dit Attraction Duty, que des messages dans ce goût-là, et je vais rajouter le mien. Je te remercie pour le temps d'avoir fait cette démarche de venir nous parler de ce livre. Je l'aurais peut-être pas lu, en tout cas pas tout de suite, sans ça, et donc merci. C'est le lecteur aussi qui te remercie dans l'occurrence, mais vraiment un très très bon moment. Et je me suis dit, c'est marrant, parfois on pourrait dire, moi la boxe ça m'intéresse pas, j'y vais pas, je vois la couve. Il y a tellement de choses qui se cachent derrière cette couve, et foncez, soyez curieux. Ici je m'inquiète pas trop, vous l'êtes, que ce soit en direct ou en replay, mais voilà, foncez. J'ai adoré ton roman, et puis j'ai adoré ce moment avec toi. C'était vraiment très très chouette de discuter, de faire connaissance. T'es ici chez toi, tu reviens quand tu veux, évidemment, et je te souhaite très 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 bonne route avec peut-être cette pièce de théâtre que j'espère on pourra tous aller voir à l'occasion. Ouais.